c'est une mission, mais en même temps, c'est une passion parce que je le fais avec plaisir. Parce que c'est vrai que moi qui aime regarder les histoires, par mon côté multiculturel, par mes voyages, je suis passionnée par les histoires du reste du monde. Quand je les vois, je me dis, mais mon Dieu, ils ne sont même pas au courant d'un dixième des histoires fabuleuses qui peuvent sortir du continent. Samantha, je suis très heureuse de vous rencontrer dans le cadre de Cannes Série et de son partenariat avec le Lab Femmes de Cinéma. Vous êtes la créatrice de la série Mami Wata, le mystère d'Iveza, qui est la première série d'origine africaine que Cannes Série accueille dans sa sélection scolaire. Et on s'en réjouit et on espère surtout que ça va ouvrir la voie à beaucoup d'autres derrière. Vous étiez par ailleurs aussi en compétition étrangère francophone au Festival de la fiction de La Rochelle avec cette même série. Mais avant de parler de Mami Wata, parlons de vous, Samantha. Vous êtes scénariste, productrice, réalisatrice franco-gabonaise. Vous avez grandi entre Londres, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud, avec un papa diplomate, et vous êtes diplômée de l'ESRA à Paris. Votre diplôme en poche, vous partez vous installer au Gabon et vous fondez votre société de production, Princesse M Productions, avec Pierre-Adrien Secaldi. Vous réalisez d'abord la série L'œil de la cité, qui est une série fantastique, engagée, chaque épisode abordant un sujet de société. Vous avez également coécrit et réalisé Parents mode d'emploi Afrique. En 2011, vous organisez le Festival international des cours d'école, dans le cadre duquel vous organisez des ateliers de formation en scénario, en production, en images et en montage. En 2016, vous êtes nommé au Trophée francophone du cinéma dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire pour votre film L'Africain qui voulait voler, qui porte sur la vie d'un maître gabonais de kung-fu. Vous avez également créé la série Taxi Saga, qui consiste en des sketchs filmés en caméra cachée dans un taxi. J'ai rien oublié ? Non, mais je suis impressionnée par les détails où est-ce que vous avez pris toutes ces informations. Nous avons nos sources. Et puis, vous êtes public quand même, ça y est. Oui. Et il y avait juste une dernière série, programme court, qu'on avait fait Congo Télécom avec Canal+. C'était notre première collaboration avec Canal+, en programme court comique. D'accord, super. Donc, cette année, vous êtes à Cannes Série pour présenter Mami Wata, alors même que vous êtes déjà engagé sur un prochain projet que vous réaliserez en Côte d'Ivoire. C'est ça. Okay. Donc, vous voyagez au travers des différents formats, de la série engagée au long métrage documentaire, en passant par le fantastique et après un détour par des sketchs filmés. C'est ça. Tout à fait. Mais d'abord, donc, parlons de votre parcours, Samantha. À quel moment vous vous êtes dit que vous aviez envie tout simplement de travailler dans le cinéma ? Très jeune, je pense à l'âge de 10-11 ans. Mais en tant qu'actrice, j'étais fascinée par les enfants acteurs. Je sais que je rêvais d'être actrice de cinéma et que je voyais tous les jeunes enfants acteurs à la télé. Et plutôt à l'âge de 6-7 ans, je voulais écrire des contes. Donc, je voulais raconter des histoires. 10-11 ans, je voulais être actrice. Et en fait, je crois que vers l'âge de 12-13 ans, désespérée de ne pas pouvoir passer de casting, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'ai vécu en Corée du Sud, donc à l'autre bout du monde. Un été, je me dis, bon, écoutez, je vais écrire mon propre film et pour en être la star avec des amis de l'école. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quoi. Exactement, en mode Woody Allen. Donc, j'ai écrit, j'ai réalisé. Et donc, j'étais le personnage principal. Et en fait, j'ai une révélation en me disant, mais attends, mais le vrai pouvoir, c'est dans la réalisation et l'écriture, parce que ce sont tes histoires, alors qu'en tant qu'acteur, tu es dépendant de l'histoire d'eux. Et donc, c'est là que j'ai eu ma révélation en disant, bon, là, je veux vraiment plus être, plus que du cinéma, je veux écrire et pouvoir réaliser mes films. Et vous avez eu un déclic qui était lié à un film ou est-ce que ça vous est vraiment tombé dessus comme une injonction céleste, quoi ? Il y a des films qui m'ont marqué, je crois que c'est le sentiment qu'il a créé en moi fait que c'est ce que j'ai envie de recréer avec les autres, parce que ça m'a fait voyager, ça m'a fait rêver. Et s'il y a des films auxquels je pense tout de suite qui m'ont marqué très très jeune,
parce que mes parents étaient cinéphages. Donc, mon père avait découvert le magnétoscope, donc il enregistrait tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pu autant regarder des films d'auteur que du film blockbuster à l'âge de 6, 7 ans. En plus, les histoires de moins de 12 ans, moins de 13 ans n'étaient pas forcément... Et donc, c'est vrai que c'est des films comme, je sais qu'il y a des films comme West Side Story, les Péplums, tout ce qui est les 10 commandements. J'étais passionnée. Je rêve de faire un jour, d'ailleurs, euh, un péplum. Et ensuite, on dirait ma grande claque, c'était en Corée. Mon père nous avait amené à l'Institut français. Il ne savait pas quoi nous faire regarder comme film. Donc, il nous a fait regarder un film qui ne devait pas, je pense, être pour les enfants, qui était Le Locataire de Roman Polanski. Et ça m'a mis une claque. Euh, et c'est vraiment, enfin, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est justement cette frontière entre le réalisme et le fantastique, ou comment le fantastique s'introduit dans le réel. Et je pense que c'est aussi par rapport aussi à la culture africaine, parce que l'occulte, le mysticisme fait partie de la vie de tous les jours. C'est pas du folklore, ça fait partie de... Et donc, voilà, je pense que c'est ces films-là qui m'ont été des vrais claques et qui m'ont eu envie de raconter des histoires à mon tour voilà, dans ce genre. Donc, vous disiez que, en gros, dès le départ, enfin, dès vos origines d'intérêt pour le cinéma, vous vous êtes projetée en tant que scénariste, réalisatrice et productrice aussi. Oui, Comment en fait, donc cette volonté, vous l'avez toujours eue dans votre envie de cinéma. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans chacun de ces métiers? Parce que c'est quand même des métiers assez différents. mais en fait, je trouve, pour la production, je ne savais pas ce que c'était qu'en gros, j'étais productrice. Et c'est vraiment en allant en école de cinéma et en allant sur le terrain que je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant parce que justement, j'avais une vision pleine de préjugés du producteur qui, pour moi, faisait tout sauf du cinéma. Et c'est quelqu'un qui a ramené de l'argent. Et en fait, en étant sur le terrain et en découvrant ce métier, je trouve que dans les trois aspects, je retrouve la même idée d'être à la genèse de quelque chose, d'être à la genèse d'une création. Alors que ce soit moi en tant que réalisatrice ou moi en accompagnant un autre réalisateur, je trouve ça fascinant de voir aussi comment est-ce que lui crée et de comment moi je peux, à mon simple niveau, pouvoir l'aider à accoucher de son projet et le faire réaliser. Donc pour moi, dans les trois, je trouve la même satisfaction d'être à l'origine à la genèse de la création. Pour reprendre le fil de votre parcours, justement, en fait, c'est dès que vous avez votre bac que vous rentrez à l'ESRA. Il n'y a pas de transition. Et, Alors, et vous le passez quand vous êtes déjà en France ou est-ce que vous rentrez en France pour le passer et du coup pour vous y installer? Comment ça marche en fait? alors, j'ai eu mon bac au lycée français en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc, je rentre en France, mais je ne fais pas de cinéma parce que, alors, je veux absolument en faire, mais j'ai un papa qui met beaucoup de pression pour que je fasse un vrai métier. Il faut savoir que encore plus en Afrique, tout ce qui est métier de la culture, c'est pas vu comme du métier, quoi. C'est des saltimbanques, des bouffons, mais c'est pas un métier. Et aussi parce que il y a l'idée qu'il n'y a pas d'industrie pour, donc il y a aussi cette inquiétude des parents qui ne veulent pas que leurs enfants, entre guillemets, souffrent. Et donc, ils voulaient absolument que je fasse du droit ou Sciences Po, toutes ces choses-là. Et de mon côté aussi, j'avais peur parce que bon, j'ai bien conscience que c'est un métier qui peut facilement rentrer dans la précarité parce qu'il n'y a pas cette assurance d'avoir un salaire fixe tout le temps. Et donc, ma peur alliée à la pression de mon père fait que j'ai fait une année de droit à la Sorbonne. Et j'ai fait, je crois, un mois. J'étais en dépression. J'ai dit, mais mon Dieu, je ne peux pas faire ça de ma vie. Je vais mourir lentement, mais sûrement, parce qu'en plus, on vous explique que du droit, c'est pas un an, c'est au moins 4, 5 ans. Et je me disais, non, mais je ne me vois pas faire ma vie comme ça, me projeter. Et ça m'a tellement dégoûtée, en fait, que je me suis dit, bon, allez, je me lance. Même si je suis dans la précarité, je préfère être dans la précarité, mais au moins être bien dans ma peau que faire ce métier qui me paraissait très, très rébarbatif. Après, j'ai beaucoup de respect pour les avocats, mais c'est pas du tout pour moi dans le côté par cœur, le côté j'ai besoin de création, d'imaginer, de m'évader. Et là, c'était tout l'inverse, quoi. Donc du coup, vous préparez l'ESRA et là vous rentrez à l'ESRA. Tout à fait. Direct. Ok. Direct. Et vous êtes heureuse dans cette école? Ça dure combien de temps? Alors, j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans avec une spécialité en montage la dernière année. Et donc, quand j'ai fini l'ESRA, je suis restée en France un peu pour travailler en tant que stagiaire dans différentes boîtes de production. Et l'année où tout va être décisif, c'est que l'ESRA ouvre une autre année à New York. Et je me dis, chouette,
En plus, le cinéma américain aussi fait partie de mes inspirations, donc pourquoi pas aller là-bas. Et par un concours de circonstances, je suis restée dans une boîte de production qui m'a proposé un travail. Donc, je ne suis pas allée à New York. Et quand je prends le travail, j'étais stagiaire, je vais prendre le travail d'une autre personne qui partait. Cette personne a décidé de rester finalement. Et m'a dit, bah, tu peux rester stagiaire. C'était pas ce qui était prévu. Et l'école avait déjà commencé, l'année avait commencé déjà à New York. Et là, je rencontre un cinéaste gabonais qui me dit, mais rentre au Gabon, le terrain est complètement vierge, il y a plein de choses à faire, il faut revenir, il faut revenir. Et donc, n'ayant pas forcément de choix plus excitant que cela, sur le coup, je dis, bon, allons-y, il y a l'aventure, donc ça peut être aussi excitant de tester. Et à ce moment-là, vous aviez déjà vécu au Gabon ou jamais en fait? Jamais, je venais en vacances. Je venais en vacances et en plus, comme on était très très loin, venir à toute la famille, c'était plutôt cher, donc on ne pouvait pas non plus trop revenir tout le temps. Donc je connaissais que les vacances d'été, une année sur deux, sur Libreville. Donc c'était la découverte aussi de ce côté-là. D'accord. Donc sur ce, parce que finalement, une fois que vous êtes diplômé, très rapidement, vous vous retrouvez là-bas. J'avais envie de vous demander pourquoi. Et ce que j'entends dans votre début de réponse, c'est que c'était un peu une opportunité et c'était pas parce que vous vous étiez dit, de toute façon, dès que j'ai mon diplôme en poche, je veux partir là-bas. Oh, du tout. Ah oui, ça s'est fait. Du tout, parce qu'on était venu me voir quelques années auparavant et j'avais dit, mais qu'est-ce que je vais faire au Gabon? J'avais entendu parler de l'Estra New York, j'ai dit, mais il n'y a pas photo. Et en fait, écoutez, le concours de circonstances fait qu'en réfléchissant, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas? Et voilà. D'accord. Et du coup, bah justement, racontez-nous quand même vos premiers pas. Vous arrivez au Gabon, comment ça se passe, quoi? Ben, écoutez, au départ, comment ça se passe? Ben, rapidement, je me rends compte, enfin, on m'avait déjà prévenu qu'il n'y a pas d'industrie en tant que telle, télévisuelle ou cinématographique. Ma chance, c'est qu'à l'époque, il y a l'Institut gabonais de l'image et du son qui fonctionnait encore pas mal, que je connais très bien. Le cinéaste qui m'avait demandé de venir, entre-temps, était devenu directeur de cet institut. Donc, j'ai d'abord commencé en tant que monteuse, en faisant des petites piges par-ci, par-là, des petites vidéos institutionnelles par-ci, par-là. Mais au départ, quand on commence, il n'y a tellement pas d'industrie audiovisuelle qu'on fait surtout de l'institutionnel, de la publicité. C'est ça vraiment qui est audiovisuel. Mais cinéma, télé, il n'y a rien du tout. Les chaînes ne mettent pas d'argent dedans. Donc au départ, on commence vraiment par de l'institutionnel et ensuite, avec l'Institut gabonais d'image et du son, je commence un peu à monter des documentaires, monter des petits projets. Et là vient le FESPACO où le Gabon est pays d'honneur, que le Gabon n'a rien à proposer. Et donc là, que le directeur de l'IGIS me demande, est-ce que tu ne peux pas nous écrire rapidement une petite série qu'on peut présenter quand même au FESPACO? Et c'est là que j'écris L'œil de la cité. Sachant qu'il demande en amont qu'il y ait quelque chose de la sensibilisation derrière. Donc, je m'amuse avec ça en créant du genre un peu fantastique et puis en mettant un peu une poudre de sensibilisation. Voilà. Donc là, vous nous refaites le coup de l'opportunité, la chance qui vous tombe dessus, quoi. Exactement, Exactement. exactement, exactement. La rencontre avec Canal+ Afrique, ça se passe à quel moment, en fait? La rencontre se passe, je pense, en 2016. Donc, en 2015, déjà, en fait, la grosse opportunité qui arrive, c'est qu'on nous propose de faire l'adaptation africaine de Parents en mode d'emploi. Au départ, je voulais pas trop. Je me dis, oh, c'est de la série, du programme court, c'est pas du cinéma. Mais après, il faut se rendre compte à l'évidence, on n'a pas le luxe de choisir forcément nos projets. Donc, on part sur ce projet et ça marche très bien. On continue de tourner d'ailleurs. Et c'est l'année d'après Canal+ qui fait un concours qui s'appelle MDR, où il va identifier des jeunes talents du comique. Donc, nous, on connaît un jeune comique, on l'envoie à ce concours avec un projet de série. On ressort finaliste. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a produit notre premier programme court, donc Congosa Télécom, avec Canal+ sur ce programme court. Voilà. Du coup, on prend un peu l'hélicoptère. De manière générale, où en est en fait l'Afrique francophone en matière de production audiovisuelle aujourd'hui? Alors, on est encore très loin, mais il y a une vraie émulation. Et je positionnerais ça plutôt Afrique de l'Ouest. Il y a une vraie différence entre l'Afrique centrale, où on est vraiment les derniers de la classe, où il n'y a vraiment aucune politique culturelle pour accompagner les artistes, les cinéastes,
comparé à l'Afrique de l'Ouest, donc tout ce qui est Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Burkina Faso, où il y a une vraie politique culturelle, il y a vraiment des fonds qui sont créés, qui sont mis à la disposition des artistes pour pouvoir créer et produire leurs films. Et ben, on a des films comme par exemple Atlantique ou même Félicité qui gagne à Berlin. C'est des films sénégalais, hein, donc, parce qu'il y a une cinématographie et des instituts cinématographiques forts derrière qui les accompagnent. Donc je dirais que de Afrique de l'Ouest, il y a une vraie émulation. Abidjan est en train de devenir la capitale francophone de l'audiovisuel avec de plus en plus de projets qui s'y développent. L'Afrique centrale, je dirais, on est encore un peu stagnant. Et on est plutôt en train de se raccrocher, pour le coup, à l'Afrique de l'Ouest pour ce faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai monté une boîte en Côte d'Ivoire, justement, pour pouvoir avoir plus de projets et plus de flexibilité dans mes projets. Vous vous définissez comme une pionnière, du coup? Je pense qu'on est tous pionniers. Oui, mais on est tous ceux actuellement nous qui faisons du cinéma actuellement et produisons des séries et du long métrage, on reste encore pionniers, quoi. Une fois de plus en Afrique centrale. Parce que je répète, en Afrique de l'Ouest, il y a une tradition de production et donc il y a des projets qui sortent régulièrement. Mais Afrique centrale, et je parle vraiment du cas du Gabon, on est encore pionnier, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas encore les process qui sont en place et tous les mécanismes pour pouvoir financer et produire, quoi. Donc, je vais quand même être parce qu'on va me taper sur les doigts pour l'Afrique de l'Ouest, mais il y a ces process qui sont mis en place en Afrique de l'Ouest, moins en Afrique centrale et encore plus au niveau du Gabon que je connais, quoi. Dans une interview que vous avez donnée pour Ciné Le Mag sur Canal+ Afrique, vous dites que les histoires du continent africain, n'ont pas été assez racontées. Est-ce que c'est une mission que vous vous donnez? Oui, ben, complètement. Et puis après, c'est une mission, mais en même temps, c'est une passion parce que je le fais avec plaisir. Parce que c'est vrai que moi qui aime regarder les histoires, par mon côté multiculturel, par mes voyages, je suis passionnée par les histoires du reste du monde. Quand je les vois, je me dis, mais mon Dieu, ils ne sont même pas au courant d'un dixième des histoires fabuleuses qui peuvent sortir du continent parce que justement, on est encore dans un prisme plus ou moins les mêmes histoires qui ont tendance à sortir du continent africain, mais les cinéastes africains ont plein d'histoires passionnantes à raconter et à apporter au reste du monde, quoi. Oui, il s'agit de qui est représenté et qui ne l'est pas, justement. Tout à fait. Tout à fait. Et on le voit aussi au niveau du continent. Vous voyez, il y a des films qui vont sortir localement, qui vont être faits vraiment avec très, très peu de moyens. Donc, techniquement, c'est vraiment pas ça. Mais les salles de cinéma vont être remplies. Et vous mettez à côté Mad Max, ben, vous n'aurez pas grand monde. Parce que les gens, ils ont envie de se voir, de voir leurs histoires racontées, peu importe que techniquement, ce ne soit pas au niveau et que d'un point de vue externe, vous dites, mon Dieu, toutes les règles du cinéma sont bafouées de toutes parts. Mais les gens veulent voir leurs histoires racontées et veulent se voir sur les écrans. Ouais. Il y a le sujet des histoires qui sont racontées et celles qui ne sont pas racontées. Puis il y a aussi le sujet des histoires qui sont mal racontées. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle quand je vous dis ça? Tout à fait. Et pour le coup, là, j'ai envie de dire que c'est une mission pour moi dans les histoires que je vais raconter ou des histoires que je vais produire. C'est de sortir vraiment de ce prisme, de cette narration qui a été créée autour de l'Afrique, où c'est toujours plus ou moins, on imagine Afrique, ben, c'est des histoires autour de la guerre, des génocides, des maladies, du misérabilisme ou toutes ces choses-là. Et je trouve ça hyper dommage parce que ben, on reste que sur une vision un peu biaisée de l'Afrique qui ne mérite pas de l'être, quoi. Moi, je pense que quand je vois des polars coréens, et pour le coup, j'y ai vécu, des fois, j'étais mort de rire parce qu'ils me rappellent beaucoup l'Afrique, en fait, dans les rapports humains. La dernière fois, j'ai encore vu Memories of Murder dans leur commissariat. J'étais morte de rire. Je me suis dit, on pourrait être au Gabon dans ce côté un peu très roots et complètement ubuesque dans les situations qu'il peut y avoir. Et donc, je me dis, mais on peut tout à fait raconter des polars africains dans ce style-là, tout en gardant un sérieux et en retranscrivant aussi un peu tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir. Mais c'est vrai qu'on se concentre que sur les dysfonctionnements et les personnages pas forcément très amélioratifs
par rapport à ce qui représentait de l'Afrique, quoi. Et c'est sûr que c'est vraiment une des missions, pour le coup, un des grands rôles du cinéma, de permettre de se connaître entre cultures. Enfin, c'est quand même une des fenêtres ouvertes les plus fantastiques sur des cultures qu'on connaît peu ou mal, quoi. Exactement, exactement. Quelles sont les difficultés particulières que vous rencontrez aujourd'hui du fait de votre installation dans cette Afrique francophone en tant que professionnel du cinéma? Justement, comme je dis, c'est une industrie qui est soit fragile, soit quasi inexistante selon les pays où on est. Tout le processus, comment dire, qui permet de la fabrication d'un film n'est pas forcément mis en place ou solide. Ça va des ressources humaines. Parce que il y a pas beaucoup on n'a pas énormément de techniciens parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui sont encore de manière régulière, donc il y a un manque d'expérience, ce qui fait que, comme je disais, dès qu'il y a 2, 3 gros projets en Afrique francophone avec des techniciens locaux, ça bloque tout parce que ils sont comment dire, arrachés entre 2, 3 productions. Donc, on doit faire attention au niveau de nos plannings, par exemple, de se dire, ah non, là, il y a tel projet qui est en cours en ce moment, donc on ne pourra pas tourner parce que tel sera pris. Il y a la partie aussi de tout ce qui est post-production. On n'a pas de post-production en Afrique francophone encore, de structure de post-production. C'est en train. Je sais qu'au Sénégal, il y a Alain Gomis qui est en train de créer les ateliers Yenenga pour essayer de pouvoir permettre la post-production localement sur le continent, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller en France ou ailleurs pour le faire. Et donc, bien évidemment, au niveau des budgets et des coûts, bien sûr, ça explose et on n'a pas les budgets de France. Donc, automatiquement, il y a toujours cette problématique. Donc, je dirais que c'est principalement ça. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore avoir un très, très bon film fait de A jusqu'à Z uniquement sur le continent. Et c'est l'idée, l'une des missions aussi, c'est de faire plein de projets pour pouvoir toujours former encore et encore les gens et pour pouvoir nous permettre de tout traiter localement, quoi. C'est ça, c'était un peu ma question d'après, c'était qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour que justement les lignes bougent et qu'il y ait une production un petit peu supérieure, en fait, qui puisse se développer, quoi? Bien sûr, parce que comme je disais, il y a une émulation en ce moment, quand je vois à Abidjan ou même le Sénégal, donc il y a de plus en plus de projets qui sont faits. On a les ressources humaines, en tout cas en termes de volonté, et les gens, ils ont faim, quoi, ils ont envie de travailler dans ce métier. Donc, il y a ces envies, et le fait qu'il y ait de plus en plus de projets, que des diffuseurs comme Canal+, mettent de plus en plus d'argent dans les créations originales. Il y a l'objectif d'avoir au moins 10 créations originales en Afrique francophone. C'est énorme. C'est énorme. Le fait d'en avoir de plus en plus fait que les gens vont avoir de plus en plus de se faire la main, tout simplement. Et l'idée, vu que c'est qu'on fait venir des chefs de poste parfois de l'étranger, il y a l'idée de transmission qui est en train de se passer. Et à l'époque où on n'avait qu'un projet tous les 2 ans, où il y avait un chef de poste qui pouvait venir et transmettre, là, si on peut avoir 3, 4 projets dans l'année où tu as des chefs de poste qui transmettent, on va commencer à avoir justement cette courroie de transmission vraiment pérenne qui va se créer et qui va être efficace, parce que former quelqu'un, c'est bien, mais s'il ne tourne pas pendant 2 ans, il perd la main, il se rouille. Alors que là, le fait d'avoir des projets qui vont arriver de manière régulière, non, on va avoir des gens qui vont devenir de plus en plus solides et de mieux en mieux connaître leur métier, quoi. Du coup, en fait, les inquiétudes de votre père sur le fait que travailler dans la culture en Afrique, c'était vraiment pas sécurisant, sont complètement infondées. Elles sont complètement infondées. On va dire que le terme, c'est plus, c'est très fonctionnaire, quoi. Le salaire tout à la fin du mois pour être sûr. C'est ça qui fait peur dans l'idée que il n'y a pas l'assurance à 100% que, voilà. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, il est rassuré en effet quand il voit tous les projets qui sont en train de se faire. Oui, bien sûr. Puisqu'on est aussi dans une rencontre et une masterclass qui se passe dans le cadre d'un partenariat avec le Lab Femmes de Cinéma, j'ai envie de vous interroger sur votre rapport au féminisme. Alors, j'aime bien citer Gisèle Halimi qui disait « On n'est pas féministe, on le devient ». Est-ce que vous dites que vous l'êtes et si oui, qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots? Alors, j'allais dire selon de mon observation, j'ai l'impression qu'il y a différents types de féminisme selon les continents ou les cultures. C'est-à-dire que sur le continent africain, on va dire qu'au niveau du terme de la place de la femme et des droits de la femme,
il y a encore quand même pas mal de choses ou plus de choses qui doivent être faites que, par exemple, en France, où il y a une meilleure place de la femme dans les rapports avec les hommes. Là, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, par exemple, au niveau du Gabon, il y a une loi qui est passée qui a offusqué plein d'hommes où les femmes peuvent, les hommes et les femmes sont maintenant dans le mariage, sous la communauté des biens, peuvent avoir tous les deux le même contrôle sur ce qui est fait dans le cadre de la communauté des biens. Ce qui n'était pas clair jusqu'à maintenant et ça a créé un tollé. Donc, vous voyez que sur certains aspects, on part assez de loin. Donc, je dirais que dans l'idée féministe, dans l'idée que oui, on doit avoir les mêmes droits que les hommes et que je me bats pour qu'on ait la même place dans notre métier, complètement. Je m'embrouille, j'ai l'impression que c'est pas clair du tout. C'est très clair. D'accord, ok. C'est très clair. Et donc, je disais non. Et donc, de ce point de vue-là, donc du point de vue sociétal sur notre place, du point de vue légal, tout à fait. Après, là où là, ce sera plus le côté africain qui parlera, où je veux pas ce que je me reconnais pas, mais ça me paraît très loin. C'est après quand on va plus loin dans l'intimité, on va dire, du couple, dans les relations homme-femme où là, je regarde avec plus de distance parce que je n'arrive pas forcément à saisir ou comprendre parce qu'on est encore, j'ai envie de dire, sur le continent, encore dans des cultures où la tradition encore est encore très forte et qu'on est encore en train, j'ai envie de dire, aujourd'hui de déchiffrer, pas de juger, mais d'essayer de comprendre encore ce qui est propre à la culture. Enfin, il y a toujours ce côté-là où on en dit c'est notre culture, on veut la défendre. Et on ne faut pas faire comme les autres forcément, mais il y a ce côté-là où parfois on dit ouais, mais c'est abusé. Et donc il y a toujours cet équilibre où je sais, où j'appense vraiment à tâtons, parce que comme je dis souvent, il y a aussi le côté historique. C'est-à-dire qu'avec la colonisation, par exemple, il y a eu ce côté-là où on a vraiment, comment dire, mis la culture locale, les croyances locales au rang de primitive, à dire aux gens, donc la génération de mes grands-parents ou de mes parents, à leur dire que votre manière de voir le monde, vos cultures, tout est primitif. Donc aujourd'hui, on est face à une génération qui essaie de se réapproprier ça. Et donc dans la réappropriation, il y a l'idée de, bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on prend, tout en étant sûr de ne pas être trop influencé par l'extérieur en se disant, mais si je pense ça, est-ce que c'est vraiment parce que je pense ça ou parce qu'il y a l'influence peut-être de l'extérieur et que c'est un héritage peut-être des complexes de mon grand-père Donc, c'est sur ce côté-là où j'ai plus d'observation. J'ai pas envie de me positionner, j'observe beaucoup. Mais en tout cas, dans le cadre, on va dire, sociétal, professionnel, oui, c'est extrêmement important pour moi. Là, je peux dire que oui, je suis féministe dans le sens où je veux vraiment pousser les femmes à faire ce métier et ne pas avoir peur à avoir des postes techniques. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué aussi en France, quand j'étais à l'ESRA, quand on faisait les courts-métrages de fin d'année. Automatiquement, alors j'ai rien contre les maquilleuses ou les costumières, ce sont des métiers totalement importants qui font partie du processus de faire un film, mais automatiquement, ils voulaient mettre les filles costumières, maquilleuses ou script. Et je me rappelle que l'année où j'étais à l'ESRA, dans ma classe, j'avais la chance d'être avec une grosse proportion de filles. Et donc, on a réussi à se mettre ensemble exprès, justement, pour donner les rôles. J'avais été réalisatrice, la chef-op, c'était une fille, la monteuse, c'était une fille, parce qu'on a rapidement vu que dans les autres groupes, dès que les filles étaient un peu en minorité, bon, bah, elles s'écrasaient un peu par rapport au gars qui dit, bah, c'est moi qui vais être le chef-op. Et donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi en France, mais donc, bien évidemment, aussi sur le continent, où pareil, les filles on va tendance à vouloir les mettre sur ces postes-là, mais dès qu'on va mettre en assistant des postes de chef, ça pose un peu problème. Et souvent, je briefe les filles en leur expliquant, les filles, vous allez vous en prendre plein la tête, mais ne vous laissez pas faire, parce qu'il y a ce côté aussi d'hommes qui ont du mal à avoir des filles qui leur donnent des ordres. Et ça, je l'ai eu de cash, hein, sur un tournage où ça se passait très mal entre la directrice de production et le premier assistant réalisateur. On les a mis autour d'une table. On a dit, écoute, on pense que tu as un problème avec le fait parce que c'était électrique, c'était pas du tout logique, avec le fait qu'elle te donne des ordres. Elle a dit oui. Et il a assumé oui. Parce que pour moi, on ne dit pas la chef, on dit le chef. Et j'ai fait, ah ben, ça va être problématique parce que ça reste la chef. Donc, travaille sur toi ou fais ce que tu veux, c'est ton problème.
Et c'était que les hommes qui venaient se plaindre, que elle est trop ci, elle est trop. On n'a jamais remonté les informations. On lui a jamais remonté les informations parce qu'on avait totalement conscience que c'était juste avant tout un problème d'hommes qui avaient du mal à ce qu'une fille leur dise quoi faire. Et je sais que pareil, je suis très contente au niveau de tous mes projets, que tout ce qui est dans la production, l'assistanat, au niveau de réalisation, j'ai beaucoup, beaucoup de filles. Je trouve qu'elles sont très efficaces. On est dans des cultures où on demande aux femmes de faire beaucoup de choses, qui ont beaucoup de responsabilités. Donc, pour le coup, je trouve qu'elles sont tellement plus débrouillardes que beaucoup d'hommes. Mais c'est vrai que je dois souvent leur parler pour leur demander d'éviter de... Elles-mêmes vont se censurer ou elles-mêmes se mettre en position d'infériorité, où elles vont mal se faire parler par des chauffeurs et elles vont rien dire. Et je leur dis, mais il y a une hiérarchie à respecter. Tu es leur chef, même si ce sont des hommes et qui sont plus âgés que toi, parce qu'il y a aussi ce deuxième problème qui est le droit d'aînesse, qui est assez problématique par rapport à ça, où des hommes ou des femmes d'un certain âge ont considéré que ce sont les grands, nous sommes les petits, donc on leur doit respect et on va dire, bah non, tu es assistant, donc malheureusement, peu importe l'âge, si je te dis de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Ça aussi, c'est problématique et bon, on essaie de faire preuve de diplomatie. J'ai conscience que c'est culturel, donc je le fais avec le sourire, comme je leur dis, une main de fer dans un gant de velours, avec le sourire, mais de manière ferme pour dire que, mais par contre, tu dois quand même le faire parce que c'est moi qui... Mais c'est problématique, voilà. Ouais, il faut dire que vous cumulez quand même en étant une jeune femme. C'est vrai que c'est voilà, c'est ça. Mais bon, cela dit, c'est vrai qu'en Europe, le Lab, nous, on fait une étude qu'on suit chaque année sur la place des réalisatrices en Europe. Et en fait, on remonte en 2012. Entre 2012 et 2019, les chiffres ne bougent quasiment pas. Et on part de 17%, on arrive à 19%. Et encore en 2019, on redescend à 18,9%. Enfin, non seulement on part de bas, mais on monte très très peu. Et c'est en moyenne européenne, hein, Ouais. un film sur 5 seulement qui est réalisé par une femme. Donc, comme vous le disiez, c'est une problématique qui n'a pas du tout une exclusivité africaine. Ouais. Et qui pousse quand même aussi le lien en fonction de qui est derrière la caméra, ce qui se passe devant la caméra. Est-ce que le fait d'être une scénariste et une réalisatrice femme fait de vous quelqu'un qui va raconter des histoires différentes? Oui, totalement. Je sais que pour Mami Wata, c'était très important pour moi d'avoir un lead féminin fort et qui se débrouille seul, ou en tout cas qui trouve ses solutions plus ou moins seul. Parce que, bon, là, je parle du cas du Gabon, c'est vrai que je trouve, des fois, je suis un peu apeurée par rapport au modèle qu'on donne aux femmes. Ou si je caricature un peu, ben, il faut bien se marier ou être la maîtresse d'un tel et passer par la séduction ou pour soit monter les échelons ou pour réussir. Et donc, c'est très important pour moi d'avoir des personnages féminins qui vont être indépendants, qui vont être ancrés dans notre culture, parce que l'idée, si j'en fais une hyper indépendante, on va dire à l'européenne, on va me dire c'est pas une africaine. Et donc l'idée c'est toujours de trouver un juste milieu entre une femme qui va quand même être ancrée dans la culture, dans une authenticité, mais qui dedans va réussir quand même à montrer une certaine indépendance par rapport à la société, par rapport aux hommes et par rapport à ce qu'elle fait. Et donc, le simple fait que justement, on a un personnage féminin qui compte sur ses propres ressources, sur son cerveau et pas à sa séduction pour réussir à trouver des solutions ou pas tomber forcément, avoir l'aide d'un homme pour réussir. Je trouve que j'ai conscience qu'en racontant l'histoire différemment, je peux aussi aider des jeunes filles à avoir d'autres modèles féminins que être la maîtresse d'eux ou la femme d'eux ou être une Kardashian très très populaire ici. Donc voilà, oui, pour le coup, là, j'ai un côté féministe. Là, pendant qu'on en parle, je me dis oui, en effet, oui, c'est vrai que j'ai très attention aux personnages féminins. Là, on a fait une autre série. Je pars en mode d'emploi, on travaille avec les scénaristes hommes. J'essaie d'ailleurs désespérément de trouver des femmes, parce que c'est important pour moi, la plume des femmes, pour écrire les personnages féminins. On faisait un topo sur les personnages, les différents personnages, leur évolution pour les nouvelles saisons. Alors, les garçons ont des histoires mais magnifiques, drôles, pleines de peps. On arrive sur la fille. Ah, elle est tombée en grossesse. Oui, elle est tombée en grossesse du professeur, ça arrive beaucoup ici.
Je dis, vous êtes sérieux de tous les milliards de possibilités qu'on a? Oui, mais c'est les réalités. Je dis, non, mais vous êtes sérieux? Donc, on s'est pris la tête et je les ai poussés. Puis finalement, ils ont trouvé des histoires hyper intéressantes qui n'étaient pas en lien le fait de tomber en grossesse de son copain ou d'un professeur. Je dis, non, mais c'est pas possible de rentrer dedans. Et je leur ai dit, justement, en tant que scénariste, on a une responsabilité aussi. Oui, il y a la société où il y a ces choses-là, mais on peut aussi amener du changement et montrer autre chose, une autre possibilité à une jeune fille finalement qui va regarder ce personnage féminin qui est défini autre chose que par le fait d'être tombée en grossesse. Voilà quoi. Vous êtes vraiment une pionnière multiforme. En vous écoutant, c'est ce que je me dis, parce que finalement, vous êtes aussi dans ce rôle de pionnière sur l'écriture, finalement, dans en effet les rôles que vous écrivez, les places que vous donnez aux femmes à ce titre-là. J'imagine aussi que les rôles secondaires sont très importants. Parce que c'est souvent là-dessus, on dit que c'est souvent là-dessus que les stéréotypes en fait se reproduisent. Oui, bien sûr. Mais c'était pour ça que c'était aussi important qu'on a des rôles secondaires féminins forts, parce que je voulais montrer différents aspects aussi de la société gabonaise, mais sans non plus tomber dans le cliché, justement. Par exemple, on a le phénomène ici des Chisa, qu'on appelle, ce sont les maîtresses des hommes puissants, et c'est presque limite, il y a des mouvements des dommages à ces femmes. Parce que c'est le rêve de plein de jeunes filles de se dire bah, écoute, je me pose avec, comme on dit, si un grand quelqu'un et voilà quoi. Et c'est vrai que j'ai ce personnage-là dans la série, mais j'ai voulu faire beaucoup plus nuancé, beaucoup plus humain, parce qu'on a une vision très très caricaturale de ces jeunes filles un peu écervelées, et pas du tout en fait. Il y a plein d'enjeux, il y a plein de choses pour expliquer ce phénomène et le rendre beaucoup moins fun que ce qui puisse être présenté, quoi. Et du coup, je me demandais aussi, parce que vous y avez recours assez souvent, est-ce que l'utilisation du fantastique et du merveilleux, en fait, ce sont des manières que vous trouvez pour aussi faire évoluer en fait les personnages et les mentalités de fait? Oui, parce que bon, sans spoiler la série, il y a une vraie, justement, comme je vous ai dit, il y a une vraie, comment dire, reconnexion de la nouvelle génération avec les cultures, on va dire, ancestrales. Et c'est vrai que, par exemple, le fantastique, il y a un gros paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a les missionnaires, on va dire, catholiques qui sont venus pendant la colonisation ont vraiment diabolisé toutes les croyances mystiques, fantastiques qui sont là. Donc, vous avez vraiment un pan de la population vraiment qui va être chrétien et qui va rejeter et qui va dire que c'est satanique, qu'il ne faut pas être dans la culture, il ne faut pas être dans la tradition, c'est satanique, c'est le diable, seul Jésus-Christ est notre sauveur. Et donc, il y a une vraie reconnexion entre ceux qui vont être pro, c'est nos cultures, il faut se reconnecter, et d'autres qui vont dire, mais c'est le diable. Et c'est vrai que j'aime bien donner une nouvelle vision ou une autre lecture et jouer justement sur ce tableau. Et pour le coup, la série joue parfaitement sur ce tableau où Mami Wata va être vue comme certains comme étant quelque chose de maléfique, de diabolique, et par d'autres comme étant non, une déité qui a juste été diabolisée lors du processus de conversion des populations. Donc, par exemple, ça c'est un exemple avec lequel je peux le faire, mais je trouve que de manière générale, le fantastique, comme on est dans comme je dis, des cultures où le fantastique, l'occulte, il est présent tout le temps, en fait. C'est même pas une question que je me pose. C'est vrai que ça va venir naturellement dans mon écriture ou dans les histoires que je vais raconter, où naturellement, ça va s'inscrire dans le film sans que j'y réfléchisse vraiment. Et qui va m'aider justement à mieux raconter mon histoire ou souligner un aspect voilà, de l'histoire. On en vient maintenant un peu plus en détail sur votre série, donc Mami Wata, donc vous présentez à Cannes Série et qui sera diffusée à partir de novembre sur Canal+ Afrique, hein, c'est ça? Tout à fait. Okay. Comment vous pitchez Mami Wata Comment je pitch? En fait, j'avais un projet de film long métrage sur Mami Wata. Et en fait, c'est Canal+ qui l'avait lu, qui était intéressé, mais qui nous ont dit on adorait faire une série. Et ça faisait 2 ans que régulièrement, il revenait. Et en fait, moi, j'avoue, ça me saoulait. Parce que je savais que si je l'ai passé en série, le format du long métrage faisait que je ne pouvais pas l'adapter directement en série. Il fallait que je réfléchisse et que je réécrive tout. Et j'étais,
Donc, et en fait, 2 ans après, quand il me redemande, et sinon une série sur Mamiwata, j'étais dans les dispositions. Je dis, écoute, pourquoi pas, j'ai rien à faire, je sentais le moment. Et donc, j'avais juste comme point de départ Mamiwata. Et en fait, je savais tout de suite que je voulais faire une série d'ambiance, une série d'atmosphère. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à l'histoire que je voulais raconter. Et en fait, au bout de peut-être un mois, je leur ai envoyé un dossier avec en tout cas le fil rouge, avec l'ambiance et l'atmosphère que je voulais raconter. Et ouais, je me rappellerai toujours parce que j'avais très peur en me disant est-ce qu'ils vont. Il y a beaucoup d'attentes derrière et je crois que je l'ai envoyé genre à 18h et à 18h30, je reçois un mail pour dire c'est génial, on veut partir sur le projet. Mais j'ai vraiment mis, en termes de pitch, j'ai vraiment mis sur l'histoire de cette jeune fille qui mène son enquête, qui a une histoire très lourde. Je ne peux pas spoiler, mais qui a une histoire très lourde, personnelle. Tout ça sur le fond en filigrane avec Mamiwata qui est présente un peu partout dans cette ville mystique. Et donc, avec une intention derrière, c'était quoi votre intention originelle? Dans le film, à la base, il n'y avait pas du tout ces réflexions. J'étais vraiment en mode un film fun d'horreur autour de Mamiwata. Et pour le coup, ce qui est drôle, c'est que je rentrais directement dans la perception démoniaque de Mamiwata. Et donc, j'avais pas vraiment fait plus de recherches que ça sur Mamiwata pour le coup, parce que j'étais vraiment sur le côté film d'horreur autour de cette figure. C'est Mamiwata, on a tous peur d'aller au Gabon, donc j'ai fait un film autour. Quand il a fallu faire une série, j'ai dû me pencher sur la question d'Amimiwata et j'ai rencontré beaucoup de personnes pour avoir différents prismes autour de Mamiwata. Donc des anthropologues, des gens initiés à Mamiwata, des gens qui font du vaudou, des gens chrétiens. Donc ce que je voulais avoir, différents points de vue pour après recréer moi-même ma perception d'Amimiwata. Je voulais pas rentrer dans un culte spécifique. Je me disais, j'ai pas envie de me faire saouler. Il y a les puristes qui vont me dire, ah non, mais ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, j'invente mon truc. Comme ça, vous me laissez tranquille, c'est assumé. Et donc, quand j'ai vu tout ce prisme-là et toute cette nuance qu'il pouvait y avoir, ça m'a clairement hyper influencée au niveau de l'histoire que je voulais raconter pour retranscrire toute cette nuance et tous ces différents prismes sur une même entité, comment elle peut être perçue différemment. Et surtout, je suis allée à l'essence même de Mamiwata. Mamiwata, c'est la femme, c'est la féminité. Il y a un très gros rapport avec la féminité, avec la sensualité, avec ce qu'elle représente. C'est le rapport à l'eau, c'est la lune, donc tous les signes féminins. Et donc, ça m'a aussi poussée à me dire, ah non, mais je vais vraiment faire un truc vraiment sur le féminin, sur un personnage féminin et toutes ces questions autour de l'expérience féminine. Quand je vous entends, alors moi j'ai adoré votre série et je revois cette scène où on voit le personnage et une des femmes lui dit tu es une espèce de sorcière. Et évidemment, quand je vous entends, je pense à l'essai de Mona Chollet sur les sorcières. Et du coup, j'ai quand même envie, on s'approche de la fin de cet entretien, mais de vous interroger sur le rapport que vous avez. Enfin, de quelle manière est-ce que finalement un personnage de sorcière est aussi. Comment vous le racontez, comment c'est une source d'inspiration, comment vous vous positionnez par rapport à ça, quoi. Ben, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, c'est vrai que le rapport avec les sorcières, c'est que dès lors qu'il y a des femmes qui tout d'un coup vont avoir accès à un certain pouvoir ou à une certaine connaissance que les autres ne vont pas comprendre, automatiquement, ça fait peur. Et justement, toute la série aussi est autour de ça, puisque même ce personnage se déteste d'une certaine manière parce elle a subi ce lavage de cerveau, elle va être vue par le prisme de ces personnes, mais clairement, on a toujours cette image-là, oui, de la femme, dès lors qu'elle a accès à cette connaissance et à ce pouvoir, elle fait peur au lieu finalement de la voir comme quelque chose de bienveillant, automatiquement, il y a cette aura malveillante de sorcière, alors que l'histoire, vous verrez dans la série, raconte, c'est pas du tout ça. On est déjà quasiment à la fin de cet entretien. Avant de vous laisser, j'ai quand même envie de vous demander sur quel projet vous travaillez. Donc là, Mamiwata, c'est son accompagnement, c'est l'accompagnement de sa sortie. Mais je sais que vous avez aussi d'autres choses sur lesquelles vous travaillez et d'autres choses sur lesquelles vous avez envie de travailler, j'imagine. Donc racontez-nous quand même.
Alors là, on est en train de lancer, bon alors là pour le coup dans le côté pionnier, on est vraiment dedans. On est en train de lancer le premier feuilleton quotidien d'Afrique francophone en Côte d'Ivoire. Donc qui est un travail titanesque parce que c'est une industrie entière à créer tout un mécanisme de l'écriture au tournage, à la post-production. C'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Bon, heureusement, on est accompagné par des personnes en France qui l'ont fait. Je pense à Olivier Sulsinger, avec qui on est en train de travailler, qui fait un si grand soleil et qui nous aide vraiment justement à comprendre tout ce qui est le processus de mécanisme. Et sans pouvoir en parler trop, sans donner trop de détails, je travaille sur deux choses. Un court-métrage, d'ailleurs, qui va être un peu fantastique toujours, au niveau du Gabon, et un projet de série encore avec Canal+, et qui rentre, alors là, qui est dans du fantastique totalement, et qui, je peux pas trop en parler, mais voilà, en tout cas, qui est basé sur un concept de fantastique très connu en Afrique. Je peux pas dire plus, mais voilà, je travaille sur ça. Nul besoin d'en dire plus. L'expression de votre visage et vos yeux qui s'animent comme ça, on a déjà envie de voir, de découvrir. Samantha, merci beaucoup pour la générosité de vos réponses et pour votre dynamisme. Longue vie à Mami Wata. Merci. Donc, sur Canal+ Afrique à partir de novembre. Et puis nous, on va continuer à vous suivre de très près et plein de belles et bonnes choses pour la suite pour vous. Merci Samantha. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.